publication prend appui sur la crise sanitaire actuelle pour montrer que dans un contexte où la science ne sait pas tout, l'expert a du mal à construire un savoir consensuel et le politique est dans le doute. Mais elle rappelle aussi que l'incomplétude d'informations ne signifie pas inaction, même si le Covid-19 déstabilise le processus d'évaluation du risque. Le doute est salvateur. Le conflit scientifique fait partie intégrante de l'analyse de risque. L'éruption d'un nouveau coronavirus devient officielle lors de l'annonce faite par l'Organisation mondiale de la santé le 9 janvier 2020. Cette nouvelle maladie infectieuse respiratoire, appelée le Covid-19, s'invite alors dans notre quotidien et nous rappelle que la santé a toutes les propriétés d'un bien commun. Chacun peut en bénéficier sans pour autant entraver la capacité des autres à en bénéficier. De ce fait, la préservation de la qualité de ce bien commun devient un enjeu collectif. Deux éléments essentiels apparaissent alors. D'une part, connaître sa contagiosité, avec par exemple le nombre de personnes symptomatiques, et d'autre part, les moyens à mettre en œuvre pour freiner sa diffusion. Faut-il confiner ou alors opter pour l'immunité collective? Progressivement, les questions vont se multiplier et la principale difficulté sera de trouver un consensus. Car le virus surprend, interroge, apostrophe, autant qu'il déstabilise le processus d'évaluation du risque. Il crée des controverses, voire des polémiques. Plus notablement, il rappelle que si le savoir est indispensable pour agir, l'incertitude n'est pas une variable qui doit empêcher la décision. D'ailleurs, le principe de précaution, issu de la loi Barnier du 2 février 1995, est un principe d'action et d'anticipation dans un contexte d'absence de certitude. Les pouvoirs publics doivent agir. Ici, l'information a une valeur croissante puisqu'elle devient source d'apprentissage. Chaque nouvelle hypothèse ou nouveau scénario, défini a priori, fait l'objet d'interrogations, de modélisations, de tests pour infirmer ou confirmer le choix initial. Ainsi en est-il de l'efficacité de la chloroquine, du rôle de la nicotine, de l'opportunité du confinement ou d'une stratégie basée sur l'immunité collective. On s'interroge sur l'utilité des masques, sur l'efficacité des tests de dépistage, etc. De façon générale, le risque se réfère à la fois à un facteur externe, l'aléa, et à un facteur interne, la vulnérabilité. Il est la rencontre d'un danger avec une cible. Assurément, le Covid-19 répond à cette définition, et ce, avec d'autant plus de force qu'il est une menace invisible et indolore, inodore, dont la diffusion est massive et rapide. Il s'est imposé à nous en confondant notre capacité à l'évaluer et à le gérer, à le contrôler. Cette contribution pose la question suivante. Comment le Covid-19 nous invite à nous préparer à l'imprévisible? Pour y répondre, elle insiste sur le rôle du savoir dans la décision, tout en soulevant la nécessité, pour sortir d'une situation d'ignorance, de poser des hypothèses qui serviront ensuite à construire des scénarios. En somme, les querelles d'experts expriment un cheminement qui se résume tout simplement à la façon dont la science se fait. La manière de poser un problème de santé publique conditionne bien évidemment la réponse apportée. Pour ce faire, nos propos s'organisent en deux points. Nous allons d'abord rappeler que pour prévoir, il faut savoir, en
soulevant le découpage fonctionnel du processus décisionnel, pour ensuite, dans un deuxième temps, montrer que pour sortir d'une situation d'incertitude, encore faut-il qualifier l'ignorance. L'analyse d'un risque se bâtit autour d'un découpage fonctionnel entre science, expertise et gestion du risque. Le scientifique produit de la connaissance et agit sur le temps long. L'expert propose des recommandations ou des avis. Il est producteur de vérité sur la base d'un état de l'art, de la connaissance, des matériaux scientifiques disponibles. Le politique, quant à lui, arbitre en fonction de ses priorités ou de ses propres valeurs. Il fait des choix politiques. Il est le maître des horloges. Le citoyen joue un rôle passif du fait d'une délégation du pouvoir à un planificateur bienveillant. Cette approche top-down est éminemment paternaliste et s'inscrit dans la tradition de la servitude volontaire de la Boétie. Il existe ainsi plusieurs étapes dans l'évaluation du risque. Chaque étape fait référence à un acteur particulier selon un cheminement linéaire. On part de la connaissance et on va vers la prise de décision. Dans un premier temps, le scientifique, puis l'expert et ensuite la gestion du risque par le politique. Ces différentes étapes montrent que l'expert se situe dans l'évaluation du risque entre la science et la décision. L'expert définit alors un champ des possibles en proposant des recommandations ou des avis aux politiques qui arbitrent finalement. C'est éminemment dans cet esprit que la France a mis en place un conseil scientifique Covid-19 et un comité d'analyse, recherche et expertise, dit le CAR, deux structures qui ont pour objectif de proposer des recommandations aux politiques sur la base du savoir existant. Ainsi, sur le site de l'Élysée, on peut lire que l'objectif est de donner un avis éclairé au pouvoir public, que toutes ces décisions annoncées par Emmanuel Macron ont été expertisées et validées par le Conseil scientifique en amont. En d'autres termes, le Covid-19 rappelle avec insistance le rôle des scientifiques dans la décision du politique à travers le recours aux experts. Le président de la République a par ailleurs déclaré que c'est grâce à la science et à la médecine que nous vaincrons le virus. Incontestablement, les experts constituent une aide à la décision. On mesure alors le décalage dans les horizons temporels qui s'imposent à chaque stade. Court pour le politique face à une urgence sanitaire, mais long pour le scientifique qui se doit de tester la validité des résultats selon un code rigoureux de bonne pratique. Autrement dit, c'est aussi une tragédie des horizons que nous joue le Covid-19. Cependant, ces différentes grammaires temporelles traduisent une difficulté à faire avec l'ambiguïté scientifique, en sachant que cette dernière ne peut se traduire par une ambiguïté dans les choix politiques d'une gestion de crise. Un changement de doctrine peut alors apparaître comme une faiblesse qui déstabilise la confiance dans les pouvoirs publics. Ainsi en est-il, par exemple, pour les masques. Dans la grammaire du politique, il est de ce fait nécessaire de concilier les exigences d'une urgence sanitaire au même titre que les préoccupations économiques et sociales qui découlent des mesures de protection de la population. Le scientifique agit sur le temps long. Il définit les différentes caractéristiques du Covid-19, cherche à comprendre ses propriétés,
les vecteurs de propagation, l'évolution de sa virulence, définir les chaînes de transmission. L'approche est prédictive, puisque l'objectif est de produire une connaissance avérée du danger. La science est le premier maillon du processus décisionnel. Elle se base sur des preuves, elle sépare ce qui est scientifique de ce qui ne l'est pas. Elle s'inscrit dans la tradition du sociologue Max Weber en distinguant le jugement de l'opinion. À ce titre, lorsque la France fait le choix d'un dispositif de confinement afin de ralentir la diffusion du Covid-19, elle permet certes au système hospitalier de prendre en charge les malades, mais elle donne aussi du temps à la science, car en l'absence de vaccin ou d'une immunité collective, le virus ne subit finalement que très peu de pression de sélection. Pourtant, dans cette grammaire scientifique, une question demeure. Comment aborder l'absence de consensus? Comment faire avec les querelles d'experts? Le danger est une situation qui entraîne un risque. Ne pas respecter les mesures de distanciation sociale nous met soi-même, au même titre que les autres, en danger. Un virus est dangereux, mais pas forcément risqué, dès lors qu'un vaccin est disponible ou que des mécanismes de protection de la population efficaces sont mis en place. C'est dans ce sens qu'une étude de l'École des hautes études de sciences publiques de Rennes conclut qu'un mois de confinement aurait permis d'éviter jusqu'à 60 000 morts. Pour l'Institut Pasteur, le confinement aurait ainsi réduit de 84% la propagation du virus. En somme, la maîtrise du risque passe par sa compréhension. Expliquer le risque, le faire sortir de l'ombre, c'est le rendre prévisible et donc contrôlable. Il s'agit alors d'identifier les foyers, de comprendre comment le virus se propage, afin de savoir si les gestes barrières suffisent ou si au contraire, il faut imposer d'autres mesures de protection. La gestion du Covid-19 passe par une série de compteurs, de statistiques, avec une cartographie, un paysage administré qui permet de visualiser la distribution du risque. Cette quantification contribue à créer des repères stables qui informent de l'emprise du risque sur un territoire. La gestion de crise prend alors la forme d'une carte qui dessine une France en 3 couleurs. Ces repères stables sont appelés taux d'immunité collective, interdiction, restriction, obligation, retour à domicile, nombre d'admissions en soins intensifs, etc. Ces statistiques sont le reflet de relations de cause à effet, de facteurs de risque. Prévalence devient prédisposition. La réalisation d'un risque n'est finalement que le résultat d'une combinaison de facteurs prévisibles sur lesquels il est possible d'agir. Autrement dit, il est possible de prévoir au sens de voir à l'avance. En l'espèce, pour le Covid-19, des mesures préventives ont été associées à des autorisations préalables, des restrictions de libertés individuelles et des sanctions pénales, sous le contrôle des forces de l'ordre ou de brigades sanitaires. Des épidémiologistes de terrain téléphonent aux personnes contaminées pour définir le fil de leurs activités et les éventuelles personnes contactées. Prévenir signifie alors tester, tracer, isoler. Ces prescriptions placent le preneur de risque devant une alternative, respecter ou non des règles. La réalisation du risque peut être envisagée comme un dysfonctionnement ou une déviance comportementale. Cette gestion du risque est alors très sensible à la notion de responsabilité, car caractériser l'aléa, c'est proposer des facteurs explicatifs. En somme,
la statistique passe d'un outil de connaissance à un outil de gouvernement. Prévenir signifie détecter, tester, tracer, surveiller et punir. Cette approche transforme un risque collectif, un problème de santé publique, en un choix individuel à travers le respect de gestes barrières, de règles d'assignation à résidence ou d'acceptation du traçage. L'incertitude intervient dans deux situations. Dans un cas d'incomplétude de l'information, c'est-à-dire lorsque la probabilité d'occurrence d'un événement futur est inconnue, des surprises sont possibles. Le Covid-19 est à ce titre un pathogène complètement nouveau qui s'est propagé à une énorme vitesse. Ses symptômes ne sont pas immédiatement visibles et le rendent encore plus invisible en lui permettant de se propager silencieusement et de façon inaperçue. La chaîne de transmission se révèle alors plus difficile à bloquer. Dans le cas où l'univers est incertain, il est possible d'anticiper certaines relations causales, comme les conséquences possibles, sans pour autant pouvoir définir avec certitude leur apparition. Les probabilités ne sont pas bien fondées. Nous sommes alors dans la précaution. L'analyse du Covid-19, tant par ses caractéristiques que par les traitements potentiels, divise les médecins. Faut-il prendre le temps d'observer, de poser des hypothèses, d'expérimenter, pour ensuite, sur la base des résultats, interpréter et conclure? Faut-il réduire le temps de la science en modifiant les protocoles de recherche ou adopter un raisonnement par analogie? De facto, la Corée du Sud, Singapour, Taïwan se sont appuyés sur leur expérience passée du SRAS en 2003 et du virus MERS en 2015 pour adopter des mesures de protection de la population. Cependant, un raisonnement par analogie peut aussi conduire à devenir aveugle. Le virus ressemblerait à une grippe. En d'autres termes, dans une situation d'incertitude, les maîtres mots sont prudence et humilité. Cependant, lorsque l'univers est incertain, anticiper certaines relations causales peut permettre de proposer des mesures de protection. Ainsi, par analogie avec la grippe, les enfants étaient considérés comme des vecteurs importants de diffusion du virus. Cette hypothèse justifiait de fermer en priorité les écoles. A posteriori, il semblerait que les enfants ne soient pas des vecteurs importants de propagation du virus. De ce fait, la réouverture des écoles se justifie par leur plus forte résistance. Autrement dit, la principale difficulté dans la gouvernance d'anticipation est l'apparition séquentielle des informations qui conditionnent les décisions prises. Chaque étude scientifique s'envisage alors comme une source d'informations en compétition. Le poids de chaque expert agit comme une croyance transférable aux autres experts. Si tous les experts expriment une même opinion, le consensus est assez aisé à obtenir. Si au contraire, un expert émet une opinion dissidente, tout va dépendre du poids accordé à cet expert, car les disjonctions renvoient à la fois à des tempéraments et à une proportion à être ou non leader au sein d'un groupe d'experts. Si celui-ci bénéficie d'une autorité scientifique, il y a un risque de passer de la controverse scientifique à la controverse sociale. Ici, la médiatisation joue un rôle dans l'écho des désaccords, car elle peut attiser les différences au détriment du consensus. En fait, ce qui est en cause, c'est la précision de l'information qui est exigée. L'expert a besoin de preuves pour émettre un avis ou une recommandation.
Lorsque l'information disponible est incomplète, l'expert émet un jugement sur les études scientifiques réalisées. Jugement qui peut alors faire l'objet de contestations, voire de polémiques. Le besoin de normaliser l'information s'effectue dans un but de rigueur scientifique et aboutit inévitablement à une hiérarchisation des études. C'est pourquoi les bonnes pratiques de laboratoire définissent la robustesse du niveau de preuve. Choisir une étude plutôt qu'une autre n'est pas neutre. Ainsi, les débats autour de l'efficacité des mesures de confinement ou des modalités de déconfinement, la nécessité de porter des masques ou d'effectuer des tests, ou encore de l'opportunité d'administrer tel ou tel traitement aux malades, sont autant d'exemples de savoir en construction. La crise actuelle se caractérise par l'inconnu, avec une réelle difficulté à penser le futur. Or, en matière de risque, l'adage nous apprend qu'il est sage de prévenir pour ne pas subir. Le coronavirus ébranle ce cheminement linéaire. Dès lors, raisonner sur des scénarios suppose de poser des hypothèses. En l'espèce, en France, le dispositif de sortie du confinement s'organise par paliers. L'objectif de cette prudence est de pouvoir rétroagir face à un éventuel rebond du virus. Les maîtres mots sont alors incertitude, prudence, humilité. Car en définitive, construire un scénario, c'est construire une utopie de remplacement, un scénario d'après la crise. C'est forcément prévoir plusieurs trajectoires possibles. C'est définir des hypothèses qui peuvent être démenties ou confirmées a posteriori. On perçoit la difficulté à anticiper. Quelle place pour le pire des scénarios? Le catastrophisme peut-il être éclairé? Faut-il privilégier le scénario de l'effondrement ou, au contraire, celui du retour des jours heureux? Cette anticipation des causalités est basée sur l'apprentissage. Cependant, l'urgence sanitaire réduit le champ des possibles, car l'objectif est bien évidemment d'agir au plus vite. Un scénario basé sur l'apprentissage est un scénario résilient qui permet un retour à la normale. Là encore, le Covid-19 fait appel à une capacité à rebondir après une crise, à apprendre du risque. La résilience, c'est retourner avec la vie d'avant. Dans le cas de la gestion de crise, on perçoit aussi que le choix du scénario dépend de la perception que l'on a du Covid-19. Est-il un léviathan que l'on pourchasse et avec qui on est en guerre? Ou au contraire, est-il un virus avec lequel on s'accommode, on apprend à vivre avec? La principale difficulté est l'interaction entre des éléments séquentiellement endogènes, information et irréversibilité, ainsi à adopter les décisions les plus flexibles possibles. C'est en cela que l'incertitude n'empêche ni d'arbitrer, ni d'agir. Assurément, le Covid-19 interroge l'analyse du risque, à travers l'estimation de son potentiel de dangerosité et les moyens de contenir sa propagation. Il rappelle que dans un contexte où la science ne sait pas tout, le politique doit arbitrer. L'incomplétude d'information ne signifie pas inaction. Mais le Covid-19 souligne aussi le besoin d'apaisement, dans un bavardage médiatique incessant, une sérénité nécessaire à l'action prudente. Il est important de restaurer la confiance. Confiance dans la science et dans sa capacité à produire des connaissances. Confiance dans l'expert et dans ses préconisations. Confiance dans le politique et dans sa capacité à protéger la population. Et déjà, l'apparition de cette pandémie invite aussi à penser autrement l'incertitude. Car ce type de menace n'est pas nouveau.
c'est plutôt l'acceptation sociale, le regard sociétal qui est changé. Ainsi, la grippe asiatique de 1957 ou celle de Hong Kong en 68-69 n'ont pas provoqué de telles réactions. Autrement dit, agir dans un monde incertain est tout autant une question de production de connaissances que de participation au débat. L'élan bénévole et citoyen qui s'est construit autour de la confection des masques grand public est à ce titre révélateur. Le citoyen refuse l'approche paternaliste. Il devient acteur de sa propre santé.